faut passer de l'autre côté du miroir. Pour continuer justement sur ces notes, peut-être de manière plus générale, donc on l'a bien compris, vous vous amusez quand même beaucoup dans ces dessins-là, et vous vous amusez donc beaucoup dans ces dessins-là, mais aussi sur un autre aspect peut-être un peu plus graphique, est-ce qu'il y a aussi chez vous c'est une recherche de style ou quelque chose qui serait de l'ordre d'un art narratif très personnel? Alors là, je vais oser une comparaison pour les auditeurs, donc je mets une parenthèse, un peu comme a pu le faire Jean Giraud, Moebius. C'est vraiment l'idée de dire, mais pourquoi on ne va pas se figer dans un style, dans un type de dessin particulier? Voyons voir un peu tout ce qui est disponible, tout ce que je peux faire, quoi. Alors oui, bien sûr, et Moebius c'est un très bon exemple en plus de moi ce que j'aimerais dans 40 ans atteindre en dessin, c'est-à-dire cette espèce de liberté totale de ton et graphique et une virtuosité comme ça, mais bon, ça c'est le travail d'une vie, hein. Les origines graphiques du blog, en fait, je les ai un peu décrites dans le tome 3 avec une anecdote qui était que quand j'étais petit, moi j'adorais dessiner, je dessinais dans des cahiers avec des petits carreaux parce que c'était plus simple, il y avait les petits carreaux qui aidaient à faire des traits droits. Et j'aimais beaucoup ça. Et il y avait comme ça un côté récréatif où j'avais l'impression qu'on pouvait s'amuser et travailler en même temps. Et on m'avait offert un dictionnaire illustré, enfin j'avais vu un dictionnaire illustré, je ne sais même plus si on me l'avait offert, et où il y avait les différentes professions illustrées. Donc il y allait avoir le bûcheron, alors on voyait évidemment un top modèle américain avec un énorme tronc sur l'épaule et avec un grand sourire parce que très content d'être dans la forêt avec tout son matériel. Il y avait l'atelier du journaliste où on voyait des milliers de micros, des salles d'enregistrement, etc. Et il y avait l'atelier du dessinateur. Et l'atelier du dessinateur, quand j'avais vu ça, c'était un truc absolument terrifiant. On voyait un immense espace qui devait faire 80 mètres carrés avec des armoires, avec marqué armoire de rangement, des tables lumineuses, des tables inclinées, des immenses tables de coloriage avec des milliers de pots et de pinceaux et des chevalets dans un coin et des éclairages. Et quand j'étais petit, ça me terrifiait. Je me disais, je pourrais jamais être dessinateur, c'est beaucoup trop compliqué, il faut tout ça. Ça tiendra pas dans ma chambre, et puis je sais pas où il faut l'acheter. Et ça m'angoissait beaucoup en tant qu'enfant de voir comme ça que, en fait, la profession que je croyais être complètement libre avait demandé comme ça beaucoup d'infrastructures. Et du coup, après, quand j'ai grandi et que j'ai continué à faire de la bande dessinée, un des trucs qui m'a le plus décoincé par rapport à la BD, c'est l'arrivée de toute cette nouvelle bande dessinée avec Trondheim, Spar et d'autres gens comme ça, qui avaient une liberté graphique où ils disaient non, mais on peut dessiner comme ça à main levée, on peut faire du carnet de croquis et le publier. Et pour moi, c'était vraiment, graphiquement, c'était ce que je voulais faire, c'est-à-dire avoir une feuille de papier blanc et un crayon et que ça suffise. Et donc, tout ce que j'ai essayé de faire sur le blog et en dessin d'une manière générale, c'est arriver à avoir un dessin qui soit proche de l'écriture, c'est-à-dire qui soit quelque chose de très spontané, de très improvisé. Et en même temps, moi, je suis vraiment issu comme ça d'une bande dessinée en termes de goût, qui soit assez réaliste, qui soit semi-réaliste, parfois un peu manga, mais il faut que ça soit propre, quoi, que graphiquement, ça ressemble à quelque chose. Et du coup, moi je suis un peu le cul entre deux chaises pour ça, c'est-à-dire j'ai ce besoin d'improvisation, de dessin direct, et en même temps un besoin de ressemblance et de précision. C'est pour ça que je disais que Moebius était la meilleure illustration de ce que j'aimerais atteindre en BD, parce que c'est quelqu'un qui a un dessin comme ça relativement réaliste, très précis, et qui en même temps a une grande liberté dans le dessin et se permet aussi d'improviser complètement. Voilà, donc vraiment ce qui domine pour vous, c'est cette recherche. La narration domine le dessin peut être fait très vite à la main levée, mais il faut quand même qu'on ait une histoire, quelque chose qui soit raconté. Oui, alors la narration, ça c'est autre chose, c'est une démarche là pour le coup plus de scénariste, où effectivement pour moi la narration est très importante. Mais le dessin à main levée, oui, mais chez moi j'essaye d'obtenir quand même un dessin à main levée qui n'ait pas l'air d'être à main levée, c'est surtout ça, c'est-à-dire un dessin à main levée mais qui soit précis, propre bon, donc c'est par là que je vais, quoi. Je ne l'ai pas encore atteint. Savoir improviser ou sembler très naturel avec pourtant beaucoup de travail derrière ça, un peu comme alors nouvelle comparaison peut-être pour les auditeurs, un peu comme Jimi Hendrix qui prépare Woodstock. J'en avais parlé avec un musicien de jazz qui me parlait comme ça de l'improvisation. Et il me disait, en fait, le principe de l'improvisation, c'est pas du tout de prendre un instrument et de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que les musiciens de jazz, comme ça, quand ils apprennent l'improvisation, ils apprennent des phrases musicales, des centaines, et qu'ils apprennent à refaire. Et au bout d'un moment, ces phrases-là leur donnent un tel vocabulaire
qu'après ils sont libres de partir d'un endroit et de continuer pendant des heures. En dessin, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression d'apprendre des trucs de dessin, d'accumuler jusqu'à avoir un vocabulaire suffisamment large pour à un moment pouvoir improviser. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, j'ai appris par la suite que le dessin qui m'avait fait si peur quand j'étais petit, de l'atelier du dessinateur, etc., avait été a priori réalisé par Claude Lapointe, qui ensuite a été mon professeur aux Arts décoratifs de Strasbourg. Donc la boucle est bouclée. Vous attachez quand même une grande importance à votre liberté, notamment dans vos notes, et vous participez pourtant à des projets où les contraintes sont plus fortes. Donc on parlait de Sfar, justement, in Trondheim tout à l'heure, et un projet dans lequel vous êtes impliqué, justement, c'est Donjon, la série plus particulièrement Zénith. Que retirez-vous de cet exercice de style ? Alors Donjon, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que j'avais fait beaucoup de choses déjà en bande dessinée, j'avais essayé beaucoup de choses. J'ai été dessinateur et scénariste, j'ai été juste scénariste entre guillemets, et j'avais encore jamais dessiné le scénario de quelqu'un d'autre, et je m'étais dit que je le ferais pas. Et puis il y a eu un moment où j'avais eu vraiment beaucoup de travail et j'avais un besoin comme ça de pouvoir dessiner sans réfléchir, sans avoir la pression d'être intéressant en gros. Et on m'a proposé de travailler pour Donjon. Et Donjon, voilà, le scénario était fait. Je savais que l'histoire me plairait parce que de toute façon, c'était une série que je suivais, que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer ce que j'ai jamais fait, c'est-à-dire de dessiner sur le scénario de quelqu'un d'autre. Et donc j'ai accepté. Et c'était un exercice qui était finalement plus reposant et jouissif qu'autre chose. C'est-à-dire que j'avais pas à me poser la question de l'histoire. La seule question que j'avais à me poser, c'était la narration et les images. Et en plus, c'était des personnages que j'aimais bien, que j'avais suivis longtemps. L'image que j'ai souvent citée là pour ça, c'est vraiment comme si on avait deux grands frères qui tout à coup ouvraient le coffre aux jouets en disant « Vas-y, tu peux y aller, amuse-toi ». « Mais c'est vos jouets ?»« Oui, mais vas-y, on te les prête. » Voilà, c'est formidable. Donc moi, je me suis beaucoup amusé en faisant Donjon, oui. Donc vous avez fait les tomes 5 et 6 et le tome 7 ? Alors là, aucune idée. La Donjon, il faut demander à Lewis et Johan, c'est-à-dire c'est leur projet et ils sont assez secrets sur ce que va être la suite, donc j'en sais pas plus. Souvent c'est marrant parce que j'apprends des nouvelles par des lecteurs, c'est-à-dire moi j'en parle pas spécialement avec Lewis, on se voit assez souvent, mais on parle pas spécialement de Donjon quand on parle de choses et d'autres, et tout à coup il y a un lecteur qui vient me voir en dédicace en me disant alors j'ai appris qu'ils avaient écrit les scénars suivants. Je fais ah bon, et voilà quoi. C'est souvent voilà, les rumeurs vont plus vite que moi. Cela vous plairait-il d'être le dessinateur d'une série, puisque apparemment l'expérience a quand même bien plu sur Donjon Zénith, une série qui, imaginons, puisse être un peu dans un style manga pour correspondre un peu peut-être à vos envies, vos côtés coups de folie qu'il y a quand même dans certains dessins. C'est un de mes projets, ça fait longtemps que j'en parle. J'aimerais bien effectivement un jour me lancer dans une longue série sans avoir la contrainte du format de l'album. Pardon. C'est-à-dire partir d'un tome 1 et faire une grande histoire d'aventure à ses premiers degrés, en ayant absolument toutes les libertés scénaristiques, et en se disant, si j'ai fini dans 20 tomes, j'arrête dans 20 tomes, et si j'ai fini dans 50, on continue. Et j'essaierai de lancer ça à l'occasion, mais je sais pas quand. Parce que pour le moment, j'ai encore beaucoup de projets en attente, et donc il faut déjà que je finisse les choses sur lesquelles je me suis engagé, et puis après on verra. Mais ça pourrait venir, je pourrais essayer de commencer ça, je sais pas, l'année prochaine ou dans 2 ans. Merci pour cette interview. J'ai une toute dernière question. Donc, comme on l'a appris, vous êtes passé par les Arts Déco de Strasbourg. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de cette ville et avez-vous peut-être envie d'y repasser ? Alors, les Arts Décoratifs de Strasbourg, pour faire une comparaison, c'était comme dans l'histoire de Harry Potter quand il arrive à l'école des sorciers. C'est-à-dire que moi, j'étais aux Beaux-Arts de Dijon, qui est une très bonne école, où j'ai appris plein de choses, mais qui n'était pas du tout dans mon univers. C'est-à-dire moi je voulais faire de la bande dessinée, là-bas c'était pas ça quoi. Et du coup je faisais de la bande dessinée limite en cachette le soir en rentrant chez moi. Et quand je suis arrivé aux Arts Déco de Strasbourg et que j'ai été pris dans l'école, j'ai commencé à dessiner et je me souviens très bien quand Claude Lapointe est passé la première fois à l'atelier et a regardé par-dessus mon épaule pour voir ce que je faisais, j'ai eu le réflexe de cacher ma feuille. Genre oui pardon, je vais me remettre. Non, vas-y, continue, c'est ça qu'on me demande de faire. J'étais là, waouh, une école où on nous demande de dessiner, de faire de l'illustration et de la BD. Et j'ai rencontré mes meilleurs amis là-bas, j'ai adoré l'école, les 3 années que j'y ai passées, c'est un souvenir d'avoir appris plein de choses, d'avoir rencontré des gens formidables. Et la période Strasbourg, effectivement, moi c'était une ville que j'adorais
et dans laquelle je serais bien resté plus longtemps. J'y suis resté 2 ans après mes études, mais là, bon, il y a eu la phase où, en fait, comme je disais, le métier de la BD, c'est quand même un métier où on travaille souvent enfermé chez soi et où on ne sort pas beaucoup. Et moi, j'avais beaucoup d'amis de Strasbourg qui avaient déménagé, qui étaient partis dans d'autres villes, essayer de voir un peu autre chose. Et il y a eu vraiment un moment où je sortais à Strasbourg et je passais devant les bars où on allait quand on était étudiant. Je passais devant les endroits où on avait fait la fête, je passais devant les anciens apparts de mes amis, et j'étais un peu le dernier à habiter là. Et du coup, j'avais l'impression d'être un peu dans une coquille vide, d'être resté dans le théâtre après que la représentation soit finie. Et il y a un moment où je me suis dit, bon, il faut que je change un peu d'air moi aussi. Et je suis parti à Paris, puisque c'était là où je connaissais le plus de monde. Après, revenir à Strasbourg, je sais pas, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est un beau souvenir de mon passé, qu'il faut le laisser là où il est, et j'y reviens toujours avec plaisir. Mais y habiter à nouveau un jour, je pense pas.